c'est aujourd'hui une émission sans présence féminine, mais enfin, ça va se passer quand même très bien. Puisque nous avons Christian, bonjour. Assis à la place de Daniel. De Madame Marceli. Daniel. Voilà. Marceli. J'espère que le fluide qui passera à travers la chaise me donnera la capacité d'être à sa hauteur. Le fil intellectuel. Emmanuel. Bonjour Gérard. Eddy. C'est un grand moment. Eddy, une première question. Ah, ça y est. Oui, parce que quand on te tient, on ne te lâche pas. Avant même les actualités et autres, voilà l'info qui est tombée hier. Avec 15,2 milliards de super profits, le luxe règne sans partage chez LVMH, ton ami Bernard Arnault. Quelle maison ici hein. Tu vois, tout de suite, vous voyez, les informations tombent. Deuxième, j'avais raison. C'est bien un ami, quoi. Deuxième fortune Et mondiale. et le directeur de Dior, Oui. qui est un Réunionnais d'origine, a aussi sa maison ici au Très Carbet. bien. Donc, ça veut dire que la Martinique attire des gens. Et bientôt, M. Talon, mais laisse-moi finir ma question. Bientôt, le président de la République du Bénin. 40 000 salariés en France, il y a un effectif total de 213 000 dans le monde. Premier recruteur privé, puisqu'il escompte 8 000 recrutements en 2023 et 3 500 postes à pourvoir d'ici la fin de l'année. 85 milliards de chiffre d'affaires et puis 15,2 milliards de profits, dont il prend 60%. Pas à titre personnel. Hein. Non, il prend 60% de sa famille, son groupe, et le reste, c'est les actionnaires. Voilà. 40% des actionnaires. Qu'est-ce que ça te fait? Moi, je trouve ça génial, parce que de toute façon, cet argent, contrairement à d'autres, est dépensé. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que c'est bien nous, les consommateurs de base, qui lui donnons cet argent en échange de produits de luxe. On est bien d'accord. Mais on n'est pas obligé. Hein. C'est pas comme le riz et le sel, on n'est pas obligé d'acheter des... On est d'accord. Okay. Donc, c'est bien nous, volontairement, qui lui donnons l'argent. Ouais, donc, mais lui, cet argent, au lieu de le stocker là, pour je ne sais quoi faire, il le réinvestit, donc il le dépense. Donc, ça nous revient. Voilà. Je continue. Le transporteur maritime CMA-CGM, on en parlait hier soir, Emmanuel, a signé avec le gouvernement un protocole d'accord pour la mise en place de hubs en Guadeloupe et en Martinique, un hub portuaire destiné à balancer la marchandise du monde sur la Caraïbe. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une très bonne chose à partir du moment où le fait de multiplier le trafic portuaire de la Martinique, c'est ça, a un impact sur l'économie locale. Il ne faut pas que ça soit juste un hub où on stocke des conteneurs en attendant qu'ils repartent. Voilà. Mais ça ne peut pas être autre chose que ça. Non, ça va être autre chose que ça, parce que l'idée, c'est d'accepter qu'une partie de ces conteneurs constitue la base d'une transformation. C'est ça l'idée. Ça va exploser le trafic. Hein. Le trafic va exploser, donc le terminal va être élargi, mais surtout les bases arrières où il y a du stock et de la transformation vont être plus importantes. Il faudra que tu expliques ça à Serge Letchimy. Non, mais c'est Serge Letchimy qui a demandé ça. Serge Letchimy a dit, OK, parce que Serge Letchimy met 40 millions sur la table. Hein. L'État met 54 millions sur la table, et puis le port va chercher le reste. Ouais. Bon. Mais c'est GM, d'après les informations que l'on a, mais de remettre un petit peu. Mais on est bien d'accord que c'est de l'argent public au bénéfice d'un privé. Hein. Oui, c'est tout à fait. Bon. Mais donc, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est OK, je suis d'accord pour mettre de l'argent public pour vous permettre de gagner plus d'argent, c'est ça, à condition que vous développiez un trafic régional. Et ils ont accepté l'idée d'avoir des espèces de petits caboteurs, c'est déjà le cas, qui vont passer d'île en île pour assurer un trafic intercaraïbe. C'est un deal. Je t'arrête là. L'une des critiques, on ne va pas faire un débat, et que d'autres transporteurs sur toutes les îles de la Caraïbe veulent faire pareil. On en reparlera. T'occupe. Christian, on s'est rencontrés hier soir, vous tous les deux. Oui. Emmanuel, toi et moi, on s'est rencontrés à un after-work. J'adore dire ce mot-là, after-work, de tous créoles. On auditionnait carrément le professeur Fred Constant, confiant, constant. Je vous laisse la parole. Commence par... Écoutez, moi j'ai eu beaucoup de bonheur à rencontrer Fred de nouveau, parce que je l'ai fréquenté ici. Il était à la DAC, c'est là que je l'ai connu, la délégation à la culture de l'État.
Et nous Tu avons... savais ça, Emmanuel? Nous avons gardé un petit peu un rapport distant, mais enfin, chaque fois que j'ai eu l'occasion de le voir, voilà, c'est avec une joie réciproque que nous avons, voilà. Et bon, hier, j'ai tenu à être là, bien sûr, parce que bon, Fred, je connais son itinéraire, et puis je pense que c'est un homme d'une richesse extraordinaire. Voilà. Oui, une hauteur de vue impressionnante. Il y avait du public hier. Oui, On tout à était fait. bien nombreux, des gens de qualité. Et puis voilà, on a entendu un propos d'une hauteur de vue assez incroyable, assez exceptionnelle. Il a parlé Il a parlé de son livre. Il a parlé de son livre qui est la en géopolitique des Outre-mer et qui expliquait la réalité des Outre-mer en rappelant que les Outre-mer français n'étaient pas les seuls Outre-mer, ouais. et qu'il existait près de 150 Outre-mer répartis dans le monde et rattachés chacune à des États de tutelle. Et que donc ça nous permettait de relativiser un petit peu les choses, d'avoir une vision beaucoup plus globale de ce que nous étions, et puis avec des comparaisons entre les différents systèmes. Et puis surtout, il a mis l'accent sur le rôle des Outre-mer comme effet de levier pour pouvoir relayer notamment les puissances d'État dans le grand conflit sino-américain, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et donc c'était très intéressant, très riche, avec beaucoup de perspectives qui nous ont été apportées. Actualité. Alors, au menu d'aujourd'hui, Christian va nous parler du forum de Davos, je crois bien, de l'hydroxychloroquine. Le retour. Et puis tu vas nous parler, avec une certaine émotion, de Clémence Bringtown, de la compagnie créole. Eddy va nous parler ça y est, il nous a parlé du hub portuaire, c'est fait rapidement, mais de la conjoncture économique de la Martinique, où est-ce qu'on en est, c'est aussi. Il va évoquer la question de l'évolution institutionnelle, avec la nomination, c'est l'événement, de hauts personnages, intellectuellement, pour faire avancer le schmilblick. Et puis, il va nous parler de la... Non, c'est bon. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. On n'a qu'une heure, à la raison. On n'a même pas une heure. Emmanuel va nous parler de la vie chère et ensemble, j'ai mis deux sujets qui se suivent, mais c'est natalité et infertilité. Ça va être deux gros morceaux. On va essayer, oui. Bon, on fait notre petit jingle pour balancer les choses. Alors, les grands de ce monde, je ne vais pas être plus long parce qu'on a beaucoup de choses à voir, se sont réunis pour traiter de l'avenir économique du monde. Christian, roule. Oui, alors Davos, déjà rappelé que c'est une ville en Autriche. Rappelez effectivement que ce forum existe depuis 1971. Il est à la 74e édition. Annuel. Ou 54e, parce que je fais un petit Nian 2. Alors l'ambition, si vous voulez, c'est améliorer l'état du monde. C'est une ambition que nous partageons tous. Oui. Ce qui peut être curieux, c'est que depuis 54 ans, le monde ne s'améliore pas vraiment. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit. Relativisons. C'est une vision très pessimiste des choses. Relativisons. Non, mais il serait peut-être plus dégradé. Continue. Voilà, pour recentrer notre propos, c'est un forum qui est mis en place à l'initiative d'un monsieur qui s'appelle Klaus, le nom me reviendra un petit peu, mais c'est un Allemand, c'est un ingénieur allemand, ingénieur économique, qui a mis en place Klaus Schwarz, voilà, économiste allemand, voilà, c'est le 54e forum, comme on disait. Alors, des informations, on voit comme ça, ce forum est financé par plus de 1000 entreprises, qui chacune verse 35 000 € chaque année, à titre de cotisation. Wow. Ce forum coûte par participant 50 000 €, couvrant divers frais, enfin je ne vais pas entrer dans le détail. Ce forum, comme tu l'as dit, réunit les grands de ce monde. Ce n'est pas l'initiative de l'ONU, c'est l'initiative de Klaus, selon Klaus Schwab dont j'ai parlé, et il mobilise bien évidemment des chefs d'État. Il met des premiers ministres, enfin des représentants de tous les pays, de plusieurs pays en tout cas. Il mobilise aussi des grands chefs d'entreprise. Le PDG d'Amazon est présent, le PDG de Shell, etc. Mais les représentants de l'ONU sont là, les représentants de l'OMC, l'Office mondial du commerce, sont présents, du Fonds monétaire, ils sont tous présents. Donc effectivement, c'est les grands de ce monde qui, en quelque part, expriment leurs préoccupations, si vous voulez, par rapport à l'évolution du monde. Mais ce forum, c'est aussi
il y a des perspectives et des orientations économiques, parce que c'est l'occasion, bien évidemment, de se rencontrer, de faire du lobbying, c'est l'occasion de mettre en place de grands business. Voilà. Et si vous voulez, précisément cette année, le forum, l'ambition du forum, enfin, pas l'ambition, mais en tout cas, le forum, le thème qui a été retenu, c'est la désinformation. Alors, sujet hautement actuel, puisque j'ai en souvenir un prof à moi dans le temps qui disait « Quand il y aura des écrans partout, le monde sera foutu ». C'est un peu le cas. Parce que c'est déjà le cas. Oui, Il y a des écrans partout. Alors, les écrans, vous vous rappelez, quand on militait, on disait il faut multiplier l'audiovisuel, Mitterrand en 1983, il faut arrêter le machin de l'État sur l'audiovisuel. Mais en réalité, on en a tellement aujourd'hui qu'on ne sait plus où est la vérité. La désinformation s'est organisée, la propagande s'est organisée, la manipulation s'est organisée, l'information devient spectacle. L'information, on y accède à tout moment en n'ayant pas la capacité de vérifier la fiabilité. Vous voyez ? Donc, cette désinformation, c'est aussi un élément perturbateur. Et ça préoccupe les grands. Et manifestement, ça préoccupe les grands. Même si beaucoup d'entre eux tirent profit de cet excès d'information. Incontestablement, parce qu'ils sont tous présents. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, ça peut paraître paradoxal. C'est d'autant plus paradoxal qu'il y a effectivement des critiques, notamment que j'ai vu sur TikTok, des Africains qui critiquent, par exemple, en disant que faut pas oublier que l'aïeul de Klaus, enfin l'initiateur, était un bras droit d'Hitler. Oui. Par exemple. Oui. Vous voyez. Donc voilà, pour terminer, je veux dire, c'est un forum qui génère 409 millions de dollars de bénéfices. Donc c'est un gros business, quoi. Voilà. Et puis pour y être, il faut être convié, et c'est le cas de tous des 1600 chefs d'entreprise, 70 chefs d'État attendus, 1000 jets privés qui arrivent à Davos, 200 sessions de streaming et de conférences. Ouais. Donc c'est un peu tout ça. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, M. Barajo notamment, par rapport à ce forum de Davos. Non, c'est surtout une excellente affaire médiatique. Parce qu'une initiative privée qui prend autant d'ampleur médiatique, ils ont bien réussi leur coup. Et qui se préoccupe des problèmes du monde, qui se oui, penche au chevet du monde. Eddy, je vais te dire quelques chiffres. 133 160 emplois, c'est la Martinique. 54 670 salariés, c'est le secteur public. 6 240 dans la construction. 9 180 salariés dans l'industrie. Le tertiaire, 56 630 personnes salariées. L'intérim en baisse, 2310 personnes quand même. Taux de chômage, 9,9%. Bon, je te laisse continuer. Non, je n'ai plus rien à dire parce que tu as présenté les chiffres. Non, mais moi, ce que je voudrais, c'est expliquer ça. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je ne suis pas capable. C'est ça qui est intéressant. Alors, pour rebondir sur la désinformation, parce que nous, on informe, on ne désinforme pas. Quand on prend le business de l'information aujourd'hui, c'est le premier business mondial. Oui. Bien avant le pétrole, le riz, etc. Pour une raison simple, c'est que l'information, c'est le seul produit au monde que tu peux revendre à tout le monde au même moment. Voilà. Et ce portable, celui-là, je ne peux le vendre qu'à toi à ce moment précis, et puis toi, tu te débrouilles pour le revendre derrière. Tandis que l'information est un produit universel, vendable, et donc ça se traduit comment ? C'est-à-dire que quand on prend le classement des 10 plus grandes capitalisations boursières, c'est-à-dire les gens dont la valeur en bourse est la plus importante, il y a 9 entreprises américaines qui vendent de l'info, donc Google, Facebook, Oracle, Twitter, etc., etc. On prend ça, et c'est bien ce signe. C'est pour ça qu'ils s'intéressent à la désinformation. Et c'est important. Revenons au Martinique. À notre petit pays. Alors, les chiffres du 3e trimestre doivent se lire de manière plus globale. Oui, bon. C'est plutôt bon, on va dire ça comme ça. C'est plutôt bon pour 2 raisons. L'activité économique est repartie depuis ce choc mondial du Covid. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'économie se développe sur un marché intérieur. Les gens ne comprennent pas. Ils me disent, mais comment ça fonctionne ? J'en parlais la dernière fois. Comment on gagne de l'argent, en fait ? Comment l'économie vit ? Et elle a une particularité, c'est qu'elle vit sur une masse financière qui est dirigée vers le marché, la satisfaction des besoins intérieurs.
Et donc, pour que les besoins intérieurs soient satisfaits, c'est-à-dire vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous équiper, vous voulez vous transporter, vous voulez construire, etc., vous voulez réfléchir, vous éduquer, il faut que vous ayez de l'argent pour que la personne qui va vous vendre ça, elle-même soit satisfaite et puisse satisfaire ses propres besoins. Donc on parle de l'individu, ensuite il y a des entreprises et des services publics, et les entreprises et les services publics deviennent à leur tour des consommateurs, etc., etc. Et la particularité du Nil, c'est que tout ça ne s'échappe pas. C'est nous-mêmes, quoi. Et au bout d'un moment, avec les flux, bien évidemment, il y a des échanges. On achète à l'extérieur, mais très peu finalement. On n'est pas du tout une société de consommation comme on le prétend. Je vais vous donner 2 chiffres. Nous achetons à l'extérieur pour environ 2 milliards d'euros. Et nous vendons à l'intérieur pour 62 milliards d'euros. Parce que ce que nous vendons représente à 80% des choses qui ne sont pas physiques. Les services constituent 85% de la création. Et tu les valorises autant que le... Beaucoup plus. Non, mais pas au sens... Ils ont la même importance, sinon plus. Ah non, aujourd'hui, s'il n'y a plus de services, l'économie s'effondre. Prenons un exemple. Les télécommunications. Vous imaginez bien que là, ça représente environ 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Juste la téléphonie. Donc vous imaginez bien que si ceux qui vendent le moyen de parler que nous allons utiliser pour échanger, s'ils s'arrêtent, l'économie s'effondre. Même si la technologie vient d'ailleurs et tout. Mais non, mais c'est pas grave, ça pèse rien. C'est-à-dire que, prenons un fournisseur d'accès mobile. Il vous donne le téléphone. Il vous donne le téléphone parce qu'avec un abonnement par an, il se paye 10 téléphones. Parce que ça ne coûte plus rien. Donc voilà, donc, il faut expliquer aux gens que les chiffres sont bons parce que l'essentiel des secteurs qui font la richesse de la Martinique se développent. Alors, c'est là que le paradoxe... Tu vas réellement contre-temps de tous les clichés. C'est ça qui est intéressant. Ça justifie vraiment le nom de notre émission, parce que pour tout le monde, nous sommes une société, nous sommes un comptoir. C'est bidon. C'est bidon. Nous, à partir du moment où nous avons changé de modèle économique dans les années 60, je vous ai expliqué ça la dernière fois, on crée un moteur avec des fonctionnaires, et puis l'argent vient de l'extérieur, là. Oui, on est d'accord, au départ. Eh bien, on a tellement accumulé d'argent, d'actifs, de capital, que cet argent accumulé, je vous rappelle les chiffres, les Martiniquais, les collectivités publiques, les individus et les entreprises possèdent en banque, en épargne longue, épargne 11 milliards d'euros. OK? Alors, le chiffre d'affaires global de toutes les dépenses, publiques, privées, c'est 62 milliards d'euros. Donc, imagine les sommes en circulation. Ça tout seul, face à une situation de quasi-satisfaction de 70% de la population, qui n'ont pas besoin d'avoir plus. Il y en a 30% qui n'ont pas grand-chose, et eux, ils veulent plus. Mais les 70%, ils vivent plutôt bien, on va dire ça comme ça. Parce que nous sommes un pays extrêmement riche par rapport à nos voisins. OK ? Et le système est un système qui progresse chaque année parce que l'accumulation de revenus est plus importante que la dépense de ces revenus. En fait, on devient une espèce d'énorme compte épargne et on ne sait pas du tout utiliser cette épargne pour justement répondre à cette fameuse demande des 30%. Voilà, donc les chiffres qui sont là sont excellents. Bon, un pays où la création d'entreprises explose, OK, où le nombre de chômeurs diminue, où le nombre de demandes d'emploi par rapport à l'offre est structurellement plus faible. Enfin, c'est quand même fantastique, ça. C'est-à-dire qu'on cherche des gens... Tous les métiers sont en tension. On cherche des gens et on n'en trouve pas. Et heureusement pour nous, il y a des gens qui arrivent en Martinique et qui font les métiers que nous ne voulons plus faire, l'immigration clandestine. Bon, donc, alors je vais vous donner un petit scoop. J'ai rencontré un monsieur dont le métier est
de normaliser, de légaliser des travailleurs clandestins. Ok ? Il a 66 employés, tous d'origine haïtienne. Et il a monté une entreprise qui loue des services, comme une société d'intérim, mais spécialisée dans les travailleurs immigrés. Et il n'a pas le temps de réfléchir tellement il a de demandes. Vous voyez où on est, dans quel pays on est. Mais pour l'instant, il est la plus totale illégalité. En fait. Ah non, c'est une entreprise qui a pignon sur rue, qui va voir des travailleurs clandestins, qui les prend en main, qui les régularise. Dans un processus de régularisation. Et qui les intègre. Alors, il me dit un truc qui est fantastique. Il me dit, ça aide parce que moi, qu'à régulariser ce bouga, et puis depuis ce bouga, il faut m'en veiller parce que depuis ce bouga, il y a un papier, il y a bâti, il y a les Miami, puisque il peut bouger, il y a légalisé. Donc, voilà l'économie de ce pays. C'est extraordinaire. Hein. Et évidemment, ça va à contre-temps de tout ce qu'on entend. Comptoir colonial, pays de consommation, nous sommes des consommateurs, pas du tout. Nous sommes des épargnants. Nous sommes des épargnants. C'est-à-dire que le taux d'épargne par Martiniquais est un des plus élevés de France. Même des plus défavorisés. Même les plus défavorisés, parce que 4 télés, 4 bagnoles, 5 appartements. Au bout d'un moment, tu fais quoi? Le Premier ministre de Sainte-Lucie a annoncé une prise de décision prochaine, une loi d'amnistie générale pour tous les impôts de tout le monde, dû à ce jour. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Pour une raison simple, c'est que là, on est dans une situation beaucoup plus critique. Les gens qui doivent de l'argent à l'État saint-lucien ou aux organismes publics de Sainte-Lucie ne pourront pas. Donc, c'est pas la peine C'est pas la peine de courir. D'ailleurs, ça coûte plus cher d'aller chercher cet argent que l'argent qui est dû. Mais c'est déjà arrivé en France. Hein. C'est déjà arrivé en Martinique, rappelez-vous. Le petit commerce, à un moment, a obtenu un effacement modeste. Parce que ça coûte trop cher. Je rappelle que les entreprises martiniquaises doivent à la sécurité sociale quelque chose, enfin les entreprises et les collectivités, parce qu'il y a des collectivités qui doivent, quelque chose qui approche le milliard d'euros. Donc à terme, à mon avis, ces temps-ci, ils ont remis la pression parce que ça faisait longtemps. Pour essayer d'en prendre un petit peu. Un petit peu, mais au total, ça va s'arrêter assez vite, tout simplement parce que mettre la pression sur des entreprises qui sont globalement faibles, ça menace l'emploi. Une question incongrue. 7 homicides depuis le 1er janvier à Sainte-Lucie, est-ce que ça te semble lié à l'économie, à la situation économique? C'est la pauvreté. Il n'y a pas d'homicide sans problématique de trafic, ça c'est clair, parce qu'il faut protéger leur territoire, ils se tirent les uns sur les autres, mais aussi la misère. Et évidemment, tu prends les pays les plus pauvres du monde et tu vois que les taux d'homicide sont les plus élevés du monde. Toujours à contre-temps, j'ai une autre personne à cuisiner ce matin, c'est ce cher Emmanuel de Rénal, qui va nous parler des solutions pour, en quelque part, enrayer la vie chère, notamment les propositions du préfet, qui sont assez décapantes. Je te laisse la parole. Oui, alors effectivement, il y a un comité qui s'est réuni à la préfecture avec les acteurs publics, avec les acteurs privés, avec les acteurs de l'État pour, dans des tables rondes, réfléchir à des solutions pour lutter contre la vie chère. Alors, c'est intéressant d'abord de rappeler quelques éléments. On part de quoi? Les écarts de prix entre l'Hexagone et l'Outre-mer, les Outre-mer français, vont de 9 à 16%. Voilà à peu près les écarts quand on met tout dedans. Si on ne parle que de l'alimentaire, là, les écarts sont beaucoup plus élevés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut déjà dire à ce stade, c'est que dire aux Martiniquais qu'on peut avoir des prix exactement équivalents à ceux de l'Hexagone, ce serait mentir. Voilà, il faut être très clair là-dessus. Il y a des raisons objectives qui justifient ces écarts. Alors, les voici, je vais quand même les rappeler, parce que c'est important de partir sur le rappel des raisons qui justifient ces écarts de prix. D'abord, nous sommes des petits territoires éloignés de nos sources d'approvisionnement, puisqu'aujourd'hui, le flux d'approvisionnement provient essentiellement de l'Europe. Et donc, on a cette distance qu'il faut combler, d'une part, et d'autre part, on est sur des petits marchés,
tout ce qui empêche les économies d'échelle qu'on peut retrouver sur des marchés plus conséquents. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que cet éloignement de l'approvisionnement génère mécaniquement des étapes logistiques qui sont nombreuses et chaque étape est coûteuse et le coût se répercute sur le prix de vente. Quand vous achetez en France pour la France, vous n'avez pas ces étapes et donc vous n'avez pas ces coûts qui viennent gréver le prix de vos produits. Empoter un container, le transporter, dépoter le container, transporter la marchandise dans un entrepôt de redistribution, tout ça sont des étapes spécifiques liées à notre éloignement. Le troisième phénomène, c'est que ces étapes génèrent un délai d'approvisionnement qui mobilise des trésoreries et qui mobilise des moyens d'entreposage locaux qui, là encore, coûtent singulièrement cher et viennent peser sur les prix de vente. Quatrième phénomène, on en avait parlé avec Eddy lors d'une émission précédente, ce sont les frais d'approche qui sont forfaitisés. C'est-à-dire que le coût d'un container est de 5 000 €, admettons, quelle que soit la marchandise qu'il y a dedans. Et donc, si vous transportez de l'eau, par exemple, avec une valeur de marchandise de 5 000 € pour votre container, ça veut dire que le prix de l'eau, 5 000 € de son prix d'achat en France, et plus les 5 000 € du prix du container, ça veut dire que vous doublez le prix de l'eau dès qu'il débarque ici. Alors que si ce même container contient des produits beaucoup plus chers, les ordinateurs, les téléviseurs, ça, l'écart de prix est beaucoup... Bon. Et là, on ne discrimine pas. Et donc, les produits de première nécessité arrivent ici avec mécaniquement un surcoût lié à ces frais d'approche qui sont forfaitisés. Et puis, le dernier point, c'est là aussi, c'est le même raisonnement pour tout ce qui concerne la fiscalité locale et nationale, donc l'octroi de mer et la TVA, qui ne font pas de discernement particulier vis-à-vis des produits de première nécessité. Voilà les principales causes qui expliquent les écarts de prix. Alors, les solutions maintenant. Les propositions. Les propositions. Donc, il y en a plein, il y en a plusieurs. Je vais là aussi essayer de les détailler de manière assez concrète. D'abord, l'idée de développer la production locale. C'est important d'avoir des sources d'approvisionnement qui sont plus proches des consommateurs. C'est déjà amorcé. On a parlé déjà notamment de la création d'une marque commune qui dynamise la production locale avec Cœur Martinique. Ça va dans la bonne direction. Deuxième idée, c'est d'accentuer la coopération régionale. Là encore, c'est pour dépendre de moins en moins du flux national. Donc là encore, ce sont des démarches qui sont nécessaires. Troisième point, et ça c'est le préfet qui l'a rappelé, c'est de rétablir ce qu'on appelle un tarif export. Alors ça a existé il y a quelques années ici. Il faut savoir que les produits alimentaires dépendent de 7 grands groupes au niveau national. Donc on peut les identifier et mener avec eux des négociations spécifiques pour leur dire la chose suivante. Quand vous vendez vos produits sur l'Hexagone, vos produits sont déjà amortis, notamment sur leurs frais de développement et sur leurs frais de promotion. Pourquoi ne pas imaginer que les produits que vous vendez à l'export, donc pour les Outre-mer, on enlève les frais de promotion, oui. On n'a pas à les supporter puisqu'ils sont déjà payés et on enlève les frais de développement puisque vous êtes déjà amortis. Et donc on arrive à un prix d'achat pour nous qui serait de l'ordre de 20% en moins. Et donc ça, je pense que c'est la vraie bonne idée. Franchement, il faut vraiment se rebattre là-dessus. Ça demande une mobilisation de l'État pour aller tordre le bras de ces producteurs. Mais je pense que le rapport de force peut être joué s'il y a une vraie volonté politique. Ça, c'est quelque chose d'assez concret. Parce que derrière, quand vous avez un prix d'achat qui est diminué, tous les frais d'approche seront diminués de temps. Donc vous avez un effet cascade qui sera vertueux. Donc ça, c'est une proposition qui est intéressante. Et puis, les deux autres approches qui sont intéressantes aussi, c'est de créer des péréquations sur l'octroi de mer et sur le fret. Oui. En disant, au fond, ce qui est important, c'est le prix des produits de première nécessité. C'est là qu'il y a un problème, en réalité. C'est là que les 30% de la population qui sont dans une pauvreté dramatique n'ont pas accès à l'essentiel. Donc c'est là-dessus qu'il faut rétablir le partage. On parlait d'un argent qui existe, et maintenant c'est une question de répartition. Donc la péréquation procède
de la logique que vient d'ailleurs d'indiquer Et qui se ferait Eddy. comment? Alors, par exemple, on peut imaginer, je prends l'exemple de l'octroi de mer, plutôt que d'avoir un bouclier qualité-prix qui concerne 150 produits en hypermarché, on pourrait, et ça c'est une des propositions qui est sortie d'ailleurs de ces ateliers, dire, allons raisonner plutôt sur l'ensemble des produits de première nécessité, et non pas sur des marques ou des références identifiées. Prenons l'exemple des pâtes, par exemple. On dit bien toutes les pâtes sont concernées par cette affaire-là. On décide que sur les pâtes, l'octroi de mer est à 0, simplement, et qu'on augmente sur des produits mobiles, par sur exemple, les portables, sur les voitures. Sur les voitures, par exemple. Parce qu'il y en a trop. Et on fait le même raisonnement pour le fret, pour le transport. On dit que un container qui transporte des pâtes, eh bien, on diminue le coût du fret et on majore sur les produits. Bon, ça demande des mécanismes un peu complexes, mais ce sont des vraies pistes de réflexion, de telle sorte que... Et là, quand vous additionnez le tarif export diminué, la péréquation, et puis le dernier point, et ça c'est la vraie bonne idée, c'est de se dire, derrière un prix de vente, il n'y a pas qu'un seul acteur, ce n'est pas que le distributeur, c'est 7 ou 8 acteurs. Si tous est mis à contribution sur les produits de première nécessité, donc en gros le fournisseur, le transporteur, le transitaire, les logisticiens, les entreposeurs, le distributeur, l'État avec sa TVA, la CTM avec l'octroi de mer. Si tout le monde se met à contribution, ça va. On arriverait réellement à avoir des produits de première nécessité qui seraient pratiquement équivalents au coût de l'Hexagone. Très bien. Il dit, oui, absolument, applaudissements. 2 personnalités ont été nommées pour travailler sur l'évolution institutionnelle des Outre-mer, au grand plaisir de M. Letchimy, qui avait rappelé à l'ordre M. Macron. Enfin, il y a un site qui dit que ce n'est pas vrai, que depuis décembre, ces 2 personnes avaient été désignées, et que la lettre de Letchimy est de janvier, donc ce n'est pas lui qui a relancé. C'est méchant. C'est dérisoire. C'est bas. Ton positionnement par rapport à ça? On va quand même rappeler leur nom. Oui. Alors, il y en a un qui s'appelle Pierre Egea, qui est prof à l'Université des Antilles. Et avocat. Et avocat. Donc ça, c'est le métropolitain, le blanc. Et puis le non-blanc, Frédéric Montlouis Félicité, qui lui est né en France, hein, il faut quand même le rappeler. Voilà, alors c'est 2 personnalités qui sont plutôt costauds en termes de référence. Bon, je ne vais pas décliner leur CV, je te laisse le faire. Oui, mais très rapidement, l'Antillais, c'est Saint-Cyr, c'est officier de l'armée. Oui, c'est un militaire de formation, il est passé sur les bonnes Saint-Cyr, carrière dans l'armée, et puis après, il a travaillé autour de think tanks, enfin, on appelle ça des cercles de réflexion, notamment l'Institut de l'entreprise. Et puis, il est quand même bien positionné sur le plan politique, quand même. Il est à l'UDI, c'est un centriste, on va dire, libéral. Bon, l'important, c'est de savoir si on est ou pas toujours dans la logique de l'évolution institutionnelle. Bon. Macron marque une rupture assez nette avec ses prédécesseurs, puisque lui, il dit qu'il n'a aucun tabou sur la question de l'évolution institutionnelle. Et je pense que ça, c'est un signe, mais surtout, c'est une volonté politique affirmée de dire la chose suivante. Et ça, il faut être très prudent là. Et que nous, en fait, je résume, je caricature, les types qu'on a en face de nous sont allés plus loin que nous. C'est ça. Quand je dis nous, ce n'est pas seulement les hommes politiques, hein. C'est surtout la population. L'ensemble. Donc, nous n'étions pas dans cette situation-là. Nous étions jusqu'à l'arrivée en 2007 de Sarkozy dans une situation où les dirigeants français étaient extrêmement prudents face à l'idée de l'émancipation ou de la libération, des mots forts, des peuples d'outre-mer. Bon. Stratégiquement, c'est pas pensable. Économiquement, pour eux, à l'époque, c'était pas pensable, c'est pas rationnel. Bon. Et puis, évidemment, vous imaginez bien qu'un certain nombre d'entités économiques, d'entités politiques locales
allait plutôt dans ce sens-là, était plutôt favorable au statu quo. Sarkozy, Chirac un tout petit peu, mais Sarkozy surtout dit, bon écoutez, non, là, statut à la carte, etc. etc. L'arrivée de Macron va beaucoup plus loin, parce que ce n'est plus, grosso modo, une attitude plutôt positive, c'est une attitude avant-gardiste. Vous savez qu'il a quand même explosé un certain nombre de structures conservatrices de la société française. Je rappelle que l'un des sommets du conservatisme en France, c'était la toute-puissance des notaires. On est bien d'accord. Notaires de père en fils, le nombre de charges limité. Macron a dit, bon, ça, c'est fini. Au passage, l'ENA et tout ça. Enfin, il a explosé un maximum de choses quand même. Les gens vont s'en rendre compte après son passage, mais il a explosé tout ça. Il a éliminé la taxe d'habitation. Oui. Enfin, il y a des types qui disent, mais vous êtes malade. Il peut arrêter taxe d'habitation. On est bien d'accord. Bon, cette révolution, entre guillemets, rappelez-vous, c'est le titre de son bouquin, cette révolution, elle s'est faite. Vous vous rappelez que l'un des bastions du conservatisme syndical, c'était les retraites spécifiques des agents de la SNCF. Ça n'existe plus. On est bien d'accord. Bon, et ça passe. Eh bien, l'une des révolutions à venir, c'est de dire, écoutez, on a des outre-mer, et chaque outre-mer va être libre. Rattaché à la France, mais libre. Tu imagines bien que la population martiniquaise, aujourd'hui, dans sa très grande majorité, n'est pas du tout favorable à ça. Parce qu'elle a dans sa tête, comme on lui a remis ce discours de manière systémique depuis des années, elle a dans sa tête que la liberté par rapport à la France signifie la misère. Non, mais allons vite, à la misère. La misère. OK ? Bon, donc, le pari qui est fait par Macron, c'est de dire, sur un plan économique, il y a aujourd'hui des solutions qui permettent une autonomie équilibrée. Sur un plan politique, c'est tout à fait acceptable. D'ailleurs, ce que je vais faire pour les Outre-mer, je vais le faire pour les régions françaises. C'est ça qui est intéressant. Et les Outre-mer vont servir de modèle. Okay. Mais on est carrément dans l'expérimentation. Le problème, et tu m'as demandé mon opinion, le problème, c'est que, bien évidemment, c'est possible de faire ça quand on s'attaque aux notaires, à l'ENA, aux impôts. Mais quand on s'attaque à des populations, je pense que la prudence est nécessaire. Parce que autant ça peut aller vite, autant ça peut s'embraser. Et je souhaite le plus grand courage à ces deux personnes, ces deux personnalités, parce que je me demande si ce n'est pas, comme d'habitude, une réflexion qui permet de calmer un peu les choses et de faire les choses durer un peu plus. Un peu plus longtemps. Il faudrait qu'on fasse une émission de 2 heures, malheureusement. Ce n'est pas le cas. Jingle. Hydroxychloroquine, je l'ai capté. Vas-y, 2 mots. Ben écoutez, je suis tellement séduit par ce que Eddy raconte, exprime en tout cas. Tu as oublié tout. J'ai tout oublié. Hydroxychloroquine. Je présente mes excuses. Le personnage hydroxychloroquine, c'est bien évidemment le professeur Raoul. Ouais. Alors moi, je dois vous dire spontanément que il m'a toujours fasciné, Oui. mais j'ai toujours essayé de comprendre ce qu'il dit. J'arrive pas vraiment. Bon, en tout cas, il a marqué l'actualité. Oui. Il a été au centre, bien évidemment, dans cette situation de panique dans laquelle on était tous, pratiquement dans le monde, pour trouver, n'est-ce pas, cette potion magique qui pourrait nous permettre de sortir de cette tragédie dans laquelle nous étions. Bien, alors l'hydroxychloroquine aujourd'hui, sous le plan statistique, c'est 17 000 morts. Béton, ouais. Bon, alors ça interpelle. Alors il y a eu 17 000 morts. Alors ils disent aussi que l'hydroxychloroquine a été utilisée notamment au Brésil et dans les Indes, aux Indes. On compte même pas ça. Mais ils n'ont même pas de statistiques pour vérifier un petit peu tout ça. Alors rappelons que c'est une molécule anti-inflammatoire utilisée en rhumatologie et utilisée pour le traitement du lupus, et qui, effectivement, est apparue, l'espace de quelques semaines, la solution miracle par rapport à cette tragédie du Covid. Alors, cette efficacité a été vite contestée. Tu parles de Macron. Effectivement, vous vous rappelez, il est allé le voir à Marseille. Et quand il est revenu, il n'a pas beaucoup parlé.
Donc c'est à croire que Macron n'a pas été convaincu, ou du moins que ceux qui accompagnaient Macron, parce que ce n'est pas lui tout seul, je pense qu'il y a effectivement des scientifiques qui étaient avec lui. Donc, mais quoi qu'il en soit, lui, il est un peu resté sur ses positions, le professeur Raoult. Mais en tout cas, les études aujourd'hui ont confirmé la dangerosité de ce médicament, n'est-ce pas, a priori. Alors, j'ai aussi envie de me rappeler les épisodes des antivax pour dire qu'il y a d'autres trucs, il y a l'hydroxychloroquine, mais il y a aussi, rappelez, en Guadeloupe, il y a eu aussi le Virapic, il y a eu l'Ivermectine. L'ivermectine. Tout à fait, l'ivermectine, absolument. Beaucoup En tout cas, pour terminer... Fais attention, hein. Fais attention. Ça a coûté à aider. Oui, c'est ça. Donc, ça marche. Vas-y, mollo. Bon, quoi qu'il en soit, donc, moi, je n'ai pas des opinions. Enfin, je veux dire, j'exprime un petit peu ce que j'ai pu retrouver comme information. En tout cas, il est admis que c'est un traitement inutile, non fiable et dangereux. D'ailleurs, le professeur Raoult a reçu un blâme des autorités médicales. Exactement. Et il a perdu son poste à cause de ça. Oui, mais maintenant, il est à la retraite. Ce qu'il faut préciser, c'est que l'hydroxychloroquine en soi n'est pas dangereux. Il est dangereux quand il sert à traiter une pathologie qui n'est pas celle pour quoi elle est destinée. Ne prends pas trop sur ton temps, tu dois nous traiter à la fois de natalité, pas bâtir l'hydroxychloroquine, natalité et infertilité, un seul bloc. Alors, d'abord natalité, puisque effectivement, il y a un chiffre qui est sorti il y a peu de temps sur l'effondrement de la natalité en France. On est passé sous le seuil des 700 000 naissances, oui. Ce qui n'était jamais arrivé. 678 000 naissances précisément en 2023. Donc là, on est dans un seuil bas et donc c'est une baisse de près de 7%. C'est quand même très important en termes d'effondrement, ce qui correspond à un mouvement qu'on retrouve dans toute l'Europe d'ailleurs, même si on n'est pas dans le monde, mais en particulier dans les pays de l'OCDE. Donc c'est une baisse importante. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent cette baisse? On va commencer par là. J'en ai identifié 4. D'abord des facteurs démographiques, des facteurs économiques, des facteurs sociaux, et puis des facteurs que je pourrais qualifier d'anxiété géopolitique. Alors, sur les facteurs démographiques, le plus important, me semble-t-il, c'est le fait que les femmes aujourd'hui ont des enfants plus tard qu'avant. Il y a quelques années encore, l'âge moyen où une femme enfantait était de 22 ans, 21 ans, 22 ans. Aujourd'hui, il est de 31 ans. Oui. On a perdu 10 ans. Oui. Donc forcément, quand on rentre en maternité tard, d'abord, ça limite les chances d'avoir des enfants, puisqu'on est... et puis, ça restreint le nombre d'enfants à venir. Donc ça, c'est le premier facteur explicatif. Bon, c'est lié à des modes de vie qui favorisent ça. Vous avez également la diminution de la taille des familles. Le monde aujourd'hui n'est plus organisé pour pouvoir accueillir des familles nombreuses. Et puis également l'augmentation du nombre de célibataires. Ce sont des phénomènes démographiques qu'on retrouve dans les pays dits développés. Il y a une population de célibataires plus importante qu'avant. Sur les facteurs économiques, il y en a 2 essentiels. Il y a la crainte permanente du chômage, il y a l'existence du chômage d'une part et l'angoisse vis-à-vis du chômage, puisque nos pays vivent de manière structurelle avec cette épée de Damoclès qui encombre les esprits. Et donc forcément, quand on est dans l'angoisse du chômage, on n'est pas porté à imaginer faire des enfants. Et puis récemment, il y a l'hyperinflation également, qui est un facteur explicatif. Quand vous êtes confronté à des difficultés de vie économiques, la priorité n'est pas de faire des enfants. Donc l'économie a donc un impact sur la démographie, il faut le rappeler. Sur le plan social, il y a deux choses qui jouent. Il y a d'abord le fait que les études durent plus longtemps qu'avant. Il y a 30 ans, la durée moyenne des études, c'était de l'ordre de 2 ans. Aujourd'hui, on est à 5 ans. Et donc, forcément, les couples se constituent plus tard. Et donc, pareil, on rentre dans la vie et de la maternité bien plus tard du fait des couples qui arrivent bien après les études. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'évolution du rôle de genre. Ça, c'est un phénomène social qui fait que la répartition des fonctions hommes-femmes dans le couple, par l'égalitarisme qui s'est installé dans la vie, fait que les arbitrages sont plus compliqués pour pouvoir
rendre facile, concilier vie professionnelle et vie familiale du fait de cette évolution du rôle des jambes. Et puis le dernier facteur, c'est les facteurs d'anxiété géopolitique. On est dans un monde aujourd'hui où quand on parle d'avenir à nos jeunes, on leur dresse un monde cataclysmique. On leur dit qu'ils risquent dans les 20 ans de mourir sous des bombes nucléaires parce que les guerres s'embrasent. On leur dit que la planète brûle et que l'humanité même est menacée d'extinction dans les 100 ans à venir. Donc, quand on vous dit ça et que vous avez 25 ans et que vous êtes marié, vous dites est-ce que c'est raisonnable de mettre au monde des enfants dans ce monde qui vient? Vous voyez, donc, ce sont tous ces facteurs mélangés qui aujourd'hui expliquent, à mon sens, cet effondrement démographique. 2 mots. Selon l'INSEE, le taux de fécondité en 2022 est de 1,88 enfants par femme, je parle de la Martinique. Il s'agit d'une baisse par rapport à l'année précédente le chiffre était de 1,93 enfants par femme. Ce taux de fécondité est supérieur à celui de la France qui est de 1,76 quand même par femme. Cependant, il reste inférieur, et c'est ça qui est grave, au seuil de renouvellement des générations qui est de 2,1 enfants par femme, et les causes sont à peu près les mêmes. C'est en fait le 5e facteur explicatif, c'est l'infertilité, voilà. qui se rajoute aux causes que je viens de citer. Ça concerne 3 300 000 Français, donc c'est pas marginal, et ça concerne un couple sur 6 en âge de procréer. Alors qu'est-ce que c'est que l'infertilité? Ça a une définition très précise, c'est quand vous voulez avoir un enfant, que vous vous donnez 1 an pour essayer de le faire et que vous n'y arrivez pas. C'est ça l'infertilité, c'est calculé sur cette durée. Et donc, un nombre important de foyers sont concernés par ce phénomène. Alors, il y a des facteurs explicatifs aussi bien des causes féminines, des causes masculines et puis des causes de couple. Alors, pour entrer dans le détail des causes féminines, on parle de troubles de l'ovulation, on parle des trompes bouchées ou endommagées, on parle des lésions de l'endomètre et on parle des endométrioses, qui sont des maladies, des pathologies qui se développent chez les femmes de plus en plus. Voilà. Chez les hommes, c'est la baisse de la qualité des spermatozoïdes, notamment. Et puis, vous avez également des phénomènes de couple liés, là aussi, à l'âge avancé dans lesquels on se met. Enfin, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. On veut avoir des enfants plus tard qu'avant. Et donc, là, la fertilité n'est pas aussi performante quand vous commencez à enfanter à 30 ans que quand vous vouliez enfanter à 20 ans. 20 ans. Voilà. Donc ça, fort de tout ça, le gouvernement, l'État a décidé de mettre le paquet, puisqu'il en fait une cause nationale. Il l'a annoncé. Réarmement démographique. Réarmement démographique, exactement. Et il l'a annoncé dans sa conférence de presse, le président Macron. Et d'ailleurs, déjà, des décisions ont été prises dès l'année dernière. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Il a quand même pris conscience assez tôt des choses. Alors, avec une approche très administrative, parce qu'il considère que beaucoup de blocages proviennent de l'administration des soins, et puis un renforcement de la recherche. Donc, il a mis le paquet sur la recherche avec beaucoup de millions d'euros qui ont déjà été investis l'année dernière et qu'il veut continuer de développer. Mais là encore, si tu me laisses encore un petit peu de temps, une minute, bon, c'est pour identifier les pistes qui sont clairement identifiées. 1, informer les jeunes sur la fertilité, donc faire prendre conscience aux jeunes dès le champ scolaire qu'ils peuvent avoir des comportements qui peuvent générer leur infertilité s'ils se comportent mal. Diminuer le recours des contraceptifs. Une mesure également qui va vous faire plaisir, c'est d'accentuer, de multiplier les rapports sexuels. Il faut en avoir de manière plus fréquente. Tu voulais dire que ça ferait plaisir à tout le monde. À Jérôme. Continue. Avoir une alimentation équilibrée, oui. Faire de l'exercice, éviter de consommer de l'alcool et du tabac, bref, des comportements de santé publique pour réarmer notre organisme dans sa fertilité. Et puis enfin, pour en terminer, le professeur Amana qui a fait le fameux rapport sur la fertilité qui a alerté et inspiré le gouvernement et Emmanuel Macron. Il rajoute 2 choses. Il dit, créons un logo reprotoxique qu'on mettrait sur les différents produits que l'on consomme pour pouvoir identifier ceux qui peuvent avoir un impact sur la fertilité, puisque
que c'est le cas. Et la deuxième chose, mettons en place des bilans de fertilité dès 29 ans, alors obligatoire ou recommandé, là le débat est ouvert. Chers amis, chers téléspectateurs, Gérard m'a demandé de parler de Clémence Brinton aujourd'hui. Ouais. Et je dois vous dire que c'est avec une grande émotion que je parle d'elle. Alors effectivement, je suis un peu chauvin parce qu'elle est Robertine comme Encore, moi-même. oui. Elle est Robertine comme moi-même. Eh oui. Alors, la contribution de Robert, non seulement à la Martinique, mais au monde. Bon. La capitale. Alors, pour être très précis, elle est née à l'Estrade. Sa mère avait une petite épicerie. Vous voyez, c'est un petit bar-épicerie. Et Clémence a vécu dans cet environnement. Elle est née en 1948. Aujourd'hui, elle a 74 ans. Et elle est... Et puis, à 16 ans, elle est partie en France métropolitaine, comme on disait avant. Et elle se destinait à des études, si vous voulez, dans l'environnement médical. Elle était très sensible et d'ailleurs, ses premières ambitions, c'était de créer en Martinique un petit institut médico-social pour pouvoir intégrer les gens. Elle était sensible déjà à la misère du monde. Et puis, elle a été pénétrée par le virus de la musique. Ouais. Elle a fréquenté la canne à sucre, elle a connu Gérard Lavigny, elle a connu Arthur Apatou de Guadeloupe, elle a connu Joseph Belloué de Guyane, et elle s'est laissée prendre à la musique. Ça aboutit, enfin je vais très rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, ça aboutit à un 45 tours avec Bamoyan Thibault. Ils ont fait Bamoyan Thibault. Alors pour l'information, Clémence avait mis au dos du disque une information, elle avait mis son adresse. C'était pour qu'on puisse l'appeler pour faire animer. Elle a animé des mariages, elle a animé des petits banquets, et elle portait le soleil de la Martinique. Mais pour vous faire rigoler un petit peu, vous savez que son oncle, c'était Paul Saint-Fort. C'est ça. Ancien sénateur du Robert. Ouais. Et Paul Saint-Fort lui avait dit la chose suivante: ma fille, faut gourmand dans la vie, parce que là, pas nous, pas ni. Paul Saint-Fort dit comme ça: moi, je suis allé à l'école, moi, je dit en paix soulier. Moi, je mettais en côté soulier, c'est pour moi peut-être pathétiser les deux en même temps. Non, mais vous vous rendez compte, mais c'était la vie. Hein. Voilà. Charmant. On va écouter un premier titre, c'est Le Douanier Rousseau, qui est l'histoire d'un peintre, d'ailleurs, ce que les Français ne savaient pas. Et on va écouter, avant de découvrir Clémence de manière plus large. Laissez tout tomber, on va en appeler, pour un pays va vous enchanter, vous embêter, laissez tout tomber, au milieu de l'océan, un jardin merveilleux, un spectacle Alors, ça c'est l'un des titres à succès de la compagnie créole, mais bien avant, ils ont fait un album qui s'appelait Blogodo. Ils ont fait aussi un album avec Angelina Jolibato. Alors, ils avaient signé à Carrère et manifestement, ils n'ont pas atteint le quota parce qu'ils ont fait 90 000 albums au lieu des 100 000 albums attendus par Carrère. Vous voyez, ce sont des petits épisodes comme ça. Alors, à un moment donné, elle a failli tout arrêter parce qu'elle était revenue en Martinique, son père était décédé en 1990. À cette occasion aussi est venu Daniel Vanguard. Alors Daniel Vanguard, c'est aussi un Suisse qui travaille avec la compagnie créole, qui a composé beaucoup de chansons. Et Daniel Vanguard a eu beaucoup d'idées et il a un petit peu favorisé, si vous voulez, la signature de conventions avec des grandes maisons de production. Donc on va la retrouver maintenant dans une émission Les Années Tubes à Paris et vous allez voir, on va voir notamment le titre C'est bon pour le moral qui a été véritablement une bombe. C'est la fête avec les années tubes. Et pour nous ce soir, ce groupe que vous connaissiez, que vous connaissez toujours, s'est reconstitué. Voici la compagnie créole. Et c'est bon pour le moral. un petit peu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien cuisiner. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Alors, les Antillais ont été assez peu enthousiastes à soutenir la compagnie créole. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître. La compagnie créole a ouvert la voie. Elle a ouvert la voie à l'identité antillaise. Elle a ouvert la voie à la biguine également. Et Clémence Brinton, moi, je veux saluer son investissement aujourd'hui parce qu'elle est au centre de tout. Ils ont créé une maison d'édition, une maison de production. C'est elle qui gérait les tournées. Vous voyez, c'est elle qui gérait tout. Au moment où on doit mesurer l'importance de la femme dans l'entreprise, je crois que nous devons comprendre
que cet itinéraire n'était pas facile à assumer. Ouais. Vous voyez, et à travers les interviews, moi, je sens sa profondeur. Je sens, parce qu'elle est interviewée par le journal du dimanche, par des radios, Radio Sud, etc. Je sens, si vous voulez, que nous n'avons pas fait suffisamment attention À ce qu'elle disait. à son Et travail à ce qu'elle faisait. et à ce qu'elle apporte aussi. Parce que, à côté de Jocelyne Miroir, c'est la chanteuse, la martiniquaise la plus connue dans le monde. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il faut comprendre tout ça. On va continuer en découvrant un autre. D'ailleurs, je crois que c'est Bon baiser de Fort-de-France. C'est une chanson qui a fait, qui a favorisé, en tout cas, la visibilité de notre identité. Vous êtes de retour au Québec avec votre groupe, la Compagnie Créole. Il y a une histoire d'amour entre vous et le Québec. Comment vous l'expliquez, cette histoire d'amour-là? On ne l'explique pas, mais en tout cas, nous sommes ravis parce que ça fait 35 ans qu'on vient au Québec et chaque fois qu'on a l'opportunité de le faire, nous sommes comme des enfants excités à l'idée de venir rencontrer nos amis québécois. Ça a débuté par un téléthon, en fait, en 85. Et depuis, on est tombé en amour voilà, avec les Québécois. Et ça dure et c'est super et nous sommes ravis. La Compagnie Créole vient des Antilles. Vous êtes né en Martinique. José est né de la Guyane. Arthur en Guadeloupe. Mais vous êtes tous rencontrés à Paris, c'est bien ça? Alors, moi, j'étais à Paris. J'étais étudiante à Paris. Je faisais mes études à Paris. Donc, je chantais un petit peu comme ça pour... comme les étudiants qui font des petits jobs. Mais les garçons se retrouvaient souvent dans les discothèques, dans les boîtes de nuit. Ils faisaient le bœuf ensemble. Comme on n'a pas vraiment beaucoup de temps, on va quand même découvrir les deux autres vidéos que j'ai sélectionnées, dont une, je pense, qui marque aussi l'investissement, voilà, l'investissement de la Compagnie Créole dans une cause commune. C'était dans le cadre du Covid, ils ont fait un concept qui s'appelle Applaudissons, c'était pour soutenir les soignants. OK. Vous voyez, très rapidement, elle a rencontré Nelson Mandela. Elle a été comparée à Joséphine Baker. Elle fut une ambassadrice de la Martinique. Elle a été reçue par François Mitterrand, qui adorait sa chanson « C'est bon pour le moral » et a serré Clémence dans ses bras. Et elle nous a aussi proposé sa fille, que vous avez vue à côté d'elle, Johanna Brinton, qui, je l'ai connue très petite parce qu'elle mangeait chez ma belle-mère tous les jours. Voilà. Non, mais je vous dis, c'est ça. Alors, pour terminer, la Compagnie Créole, c'est 60 millions d'albums vendus quand même en 30 ans. Toujours. 2 millions d'albums par année. Vous voyez? Donc voilà, je veux rendre hommage à cette dame. Bravo. Et j'invite d'ailleurs la ville du Robert à réfléchir. Je vais proposer, parce que aujourd'hui où Clémence a perdu ses parents, elle a perdu toute sa famille, elle n'a pas vraiment d'intérêt à revenir en Martinique. Mais il n'est pas juste que la Martinique l'oublie. Vous voyez? Et je crois qu'il est utile que la ville du Robert et la Martinique rendent hommage à cette grande dame qui a porté dans son cœur et dans son âme la Martinique. Vous Voilà. avez compris pourquoi il fallait que je fasse. Ouais. Que je fasse On termine avec Johanna Brinton, la fille de Clémence, qui a pris le relais et qui continue à porter la lumière de sa mère. Donc, on va terminer ex abrupto. Je ne dis plus rien, puisqu'on a dépassé largement le temps qui nous était parti. Merci beaucoup à la technique. Vous êtes gentils, vous êtes agréables. Nous vous aimons. À très bientôt. From Martinique doux, yo belle, yo jolie, yo tout chaud, yo tout attrayant. From Martinique doux, yo belle, yo jolie, yo tout chaud, yo tout agaçant.